Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de Unipièce, Arcordia Shipping et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci surtout de l'intérêt. Notre invité ce matin, Dr Fritz Dorvilliers, pour commenter l'actualité. Il n'est pas en Haïti, il est à l'étranger, mais il suit de près tout ce qui se passe. Professeur Dorvilliers, vous m'entendez? Bonjour, bienvenue. Bonjour, Monsieur Théodore, je vous entends très bien et bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent ce matin. On commencera par cet avion militaire qui a survolé Haïti le week-end dernier, samedi et dimanche. Ça augure quoi de quoi ça augure, professeur? Bon, je ne sais pas trop de quoi ça augure parce qu'il y a tellement d'hésitations, il y a tellement de tergiversations, mais le fait est qu'il faut reconnaître que c'est un bon signe. Un signe de la détermination, de peut-être la volonté du Canada de commencer pratiquement et non pas théoriquement et non pas verbalement, de commencer à nous aider. Parce que tout simplement, il faut qu'il y ait, nous n'avons pas ces genres de matériel-là, nous n'avons pas la capacité technique pour pouvoir mener une guerre contre les bandes armées, les bandes civiles armées. Donc, si des pays puissent nous aider, c'est une très bonne chose. Donc, ça, c'est un bon signe, je peux dire, mais je peux pas déjà parier sur le fait qu'il y aura une intervention militaire. C'est pas parce qu'il y a un avion qui fait des opérations de reconnaissance aérienne qu'on doit dire directement qu'il va y avoir une intervention de ce pays-là. Parce que l'intervention actuellement, une intervention en Haïti, c'est quelque chose qui pourrait être très compliqué. Et d'après ce que je vois, d'après ce que je constate, j'observe, les pays ne sont pas partants pour venir affronter Ils ne sont pas enthousiastes, ce danger-là. Non, c'est pas trop enthousiaste et on peut les comprendre. On peut en discuter par après sur les raisons pour lesquelles ces pays-là ne sont pas trop enthousiastes pour pouvoir venir nous aider. Alors, ce que je voudrais voir avec vous rapidement, c'est vrai qu'on n'est pas trop certain que ça annonce une intervention, mais survoler le territoire, ça coûte. Et ceci pendant plusieurs heures. Est-ce que vous pensez qu'un tel exercice, ce serait justement pour rien? Moi, je veux dire deux choses, ça coûte beaucoup, parce que quand même, il faut voir ça par heure, le coût de l'heure de vol. Bon, j'ai pas encore fait la recherche pour savoir combien une heure de vol coûte, mais ça coûte beaucoup. C'est pour cela que je dis, je vois beaucoup de tapage sur les réseaux sociaux, des gens qui disent, voilà, c'est du n'importe quoi, c'est de la mascarade. Non, on peut pas dire ça. On peut pas cracher sur l'aide d'un pays ami. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette approche disant, voilà, c'est rien du tout. C'est déjà beaucoup, hein. Parce que quand même, patrouiller, le ciel, l'espace aérien d'Haïti pendant plusieurs heures, ça coûte beaucoup. Ça coûte en termes d'argent, ça coûte en termes de mobilisation de militaires, de forces, etc. Donc on peut pas cracher, on peut pas minimiser l'aide canadienne dans ce sens-là, parce que simplement il faut savoir que le Canada ne nous doit pas cela, contrairement à la France qui a une dette non seulement morale, mais aussi financière à l'égard d'Haïti. La France qui nous a transportés comme des marchandises, qui nous a asservis, qui nous a humiliés, qui nous a exploités, qui nous a fait payer une dette colossale. La France nous doit. Mais le Canada ne nous doit rien. Si le Canada nous aide, c'est quand même, il faut qu'on le remercie. On peut pas cracher, on peut pas minimiser cette aide, quel que soit le type d'aide. Des opérations de reconnaissance aérienne, des opérations sur le sol et d'autres formes d'opérations, d'autres formes d'aide, de l'aide à la police. On peut, évidemment, cette aide a ses limites, mais on ne peut pas dire que c'est rien du tout. On ne doit pas dire ça, il faut être reconnaissant. Nous sommes un peuple, on est reconnu pour cela, pour être un peuple très reconnaissant par rapport aux gens qui nous font du bien. Donc le Canada, dans ce sens-là, nous fait du bien. Il faut reconnaître son apport, son appui, son aide pour la résolution de ce grave problème qui est l'insécurité en Haïti. Je décèle de l'optimisme dans vos propos, professeur.
Non, c'est de la reconnaissance. C'est de la reconnaissance parce que je suis pas quelqu'un d'ingrat. Il faut reconnaître quand un ami vous tend la main. Dans ce sens-là, ce n'est peut-être pas suffisant, mais on ne doit pas dire que c'est rien. C'est quand même une opération de reconnaissance. Parce que quand même, une opération de reconnaissance aérienne, il y a au moins deux sources de reconnaissance. Il y a la source humaine. Il mobilise des êtres humains, des militaires, des techniciens, des ingénieurs. Il mobilise un appareil. Il mobilise, ça coûte, l'appareil coûte, le carburant, le temps, etc. Il y a quand même d'autres théâtres de problèmes, de guerre dans le monde. Si le Canada fait cela, je dois le reconnaître. Je ne suis pas optimiste quant à la possibilité d'une opération terrestre, quant à la possibilité pour le Canada de prendre la tête d'une opération de maintien de la paix, ça, je ne crois pas du tout. On peut en parler après. Je ne crois pas que le Canada va se lancer dans ça parce que tout simplement, on sait, d'après toute la littérature académique, l'armée canadienne n'aime pas trop, les forces canadiennes n'aiment pas trop les opérations de maintien de la paix. Donc, on l'a prouvé dans plusieurs endroits, notamment au Mali, quand le Canada a été sollicité pour apporter, pour apporter son aide en termes de militaires, d'équipements, etc. Le Canada n'a apporté que des équipements, c'est-à-dire que les militaires canadiens n'aiment pas les théâtres d'opérations de maintien. Vous pouvez expliquer. Est-ce que oui. vous pouvez nous expliquer la timidité des Américains par rapport à ça? La timidité des Américains par rapport à cela, c'est par rapport à la complication de la situation en Haïti. Il faut reconnaître que c'est une situation très compliquée, des bandes armées, des gangs qui évoluent dans des quartiers populaires, dans des quartiers densément peuplés, et ça, c'est un élément important. On ne peut pas faire des opérations militaires facilement dans une zone, dans des zones urbaines fortement peuplées, très densifiées. Deuxièmement, il y a le coût de l'opération. Ça va coûter quand même, la durée de l'opération et le coût financier de l'opération, le coût humain de l'opération, parce que quand même, quand on va faire des pénétrations, là, on fait une reconnaissance aérienne, parce qu'une reconnaissance aérienne, c'est un préalable. Ça ne suffira pas, parce que reconnaissance aérienne avec des caméras embarquées, d'appareils photo embarqués, faire peut-être des technologies de télédétection, de détection du sol par le biais de la technologie LIDAR, etc. Donc, à ce moment-là, il faudrait qu'il y ait des soldats sur le sol. Mais à ce moment, c'est là où le problème se coince, là où le bas blesse, parce que tout simplement, le problème paraît très compliqué en termes d'opération terrestre, oui, de pénétration de soldats dans ces zones-là. Professeur, oui. compliqué ou pas, les États-Unis ont beaucoup plus de capacité que le Canada dans ce type d'opération. Ça, c'est beaucoup plus de capacité, beaucoup plus, évidemment, de moyens aussi, d'expérience, dans ce genre de, parce que l'armée canadienne n'est pas trop expérimentée en la matière, parce que, mis à part, évidemment, l'armée canadienne, les forces armées canadiennes ont participé à la Seconde Guerre mondiale. Il y avait beaucoup de soldats, presque des milliers, de millions de soldats, presque 1 million de soldats mobilisés, etc. Lors de la Seconde Guerre mondiale, avec d'autres théâtres d'opérations en termes de maintien de la paix en Afrique, en Europe, l'Europe de l'Est, etc., au Moyen-Orient, mais il y a d'autres problèmes du côté canadien. Pour les Américains, il y a le problème de la complication d'une éventuelle opération, le coût de l'opération, la durée de l'opération. Il y a aussi la question de l'opinion publique, la question, l'image des États-Unis, parce qu'on dit très clairement que on pourrait considérer ça comme une énième opération d'occupation, alors qu'il y a une très grande différence entre une opération militaire d'occupation de pays et une opération militaire d'intervention des forces de maintien de la paix. Parce que l'ONU ne peut pas occuper un pays. Donc, si les États-Unis font ça seuls, ce sera peut-être une occupation. Mais s'il y a un mandat du Conseil de sécurité des Nations Unies, donc soit multinational ou international ou multinational, à ce moment-là, il s'agira d'une opération de maintien de la paix et non pas d'une occupation. Donc, les États-Unis ont peur aussi à ce qu'on dise que voilà, c'est le gendarme du monde, que les États-Unis continuent à vouloir occuper des pays de l'Amérique latine et des Caraïbes. C'est une question d'image politique, symbolique des États-Unis d'Amérique sur la scène internationale. Mm-hmm. Mais le doute persiste quant à une intervention effective et réelle, malgré cette opération de reconnaissance. Non, mais
Oui, le doute persiste. Cette opération de reconnaissance, la ministre le dit très clairement, la ministre de la Défense nationale du Canada le dit très clairement, la ministre des Affaires étrangères l'a dit très clairement, c'est une opération consistant à aider, à apporter un support, un appui à la PNH, un appui technique cette fois-ci. C'est une opération pour pouvoir perturber. Justement, il faut prendre en compte ce verbe-là. Arrêtons un petit peu à ce mot. Comment perturber les actions des bandits? Là, je ne comprends pas trop. Cela montre la prudence du Canada, parce que quand même, à quoi ça servira de perturber l'activité des bandes armées? Parce que nous n'avons pas besoin d'une perturbation véritablement. Nous avons besoin de plusieurs opérations de longue durée pour pouvoir éradiquer, pour pouvoir en finir avec les bandes armées. Nous n'avons pas besoin d'une opération de perturbation. C'est comme les sanctions. Les sanctions, on dit, ah ouais, les sanctions, ce n'est pas punitive, mais c'est préventive. Écoute, il y a un problème. Ou bien on punit, ou bien on ne punit pas. Les sanctions, c'est pour décourager les gens, dissuader les gens à ce qu'ils arrêtent leurs activités de financement, etc. Est-ce que le terme perturber peut avoir un autre sens? Non, en diplomatie, par exemple. Le verbe. Le verbe. Bon, peut-être c'est un euphémisme. Peut-être c'est un euphémisme. Peut-être que c'est pour ne pas dire plus. Mais ce verbe veut dire ce qu'il veut dire. C'est-à-dire que perturber, c'est plus ou moins c'est troubler. Troubler, etc. Ce n'est pas éliminer, ce n'est pas éradiquer, ce n'est pas en finir avec une activité, éliminer totalement, sinon le maximum avec une intensité et maximum que possible une activité d'un adversaire ou du moins d'un ennemi. Parce que actuellement, les bandes armées représentent un ennemi pour la population haïtienne perturbée. Si on perturbe aujourd'hui, demain, on peut cesser la perturbation, les bandes reviendront. Si on trouble, etc., on va troubler ça pendant combien de temps? Même là encore, une opération, étant donné la situation en Haïti, très chaotique, le niveau de l'insécurité, il ne faut pas une opération de reconnaissance et à court terme, c'est-à-dire en un jour, en une semaine. Il faut une opération de reconnaissance presque permanente pendant 3 mois. Le jour comme de nuit, de jour comme de nuit. C'est-à-dire que il faut qu'on mobilise cet appareillage-là, cette technologie-là, le matin, le soir, avec une technologie infrarouge pour détecter les cachettes, pour détecter des activités, des mouvements. Parce que quand même, on peut faire la cartographie avec cette forme de reconnaissance aérienne. On fait une cartographie. On peut faire une cartographie tout à fait une cartographie de la zone stable. On peut faire aussi une cartographie de la mobilité, tout comme on peut faire une télédétection, etc., pour voir des fosses, des reliefs, des creusets, des tunnels probablement, etc. C'est ce qu'on fait avec ce genre de technologie-là. Mais il faudra continuer. Je vais dire quelque chose par rapport à cela. Mais il faut que la population sache qu'il y a quand même, on aurait pu commencer à faire ça bien avant même le Canada, parce que quand même, il y a une institution en Haïti qui s'appelle le CNJS, c'est-à-dire que donc le Centre national des formations géospatiales. On peut se demander que fait le Centre national des formations géospatiales qui dépend du ministère de la planification, parce que quand même, c'est un élément de planification. Il faut planifier une intervention du point de vue tactique, du point de vue stratégique. À ce moment-là, on a une institution capable de faire de la reconnaissance, capable. On aurait pu aussi louer un service d'une firme. Il y a beaucoup de firmes privées qui font cela, de la reconnaissance spatiale, de la cartographie spatiale, etc. La photographie spatiale, on aurait pu faire ça. Le CNJS, on n'aurait pas dû attendre tout cela. Il y a des technologies comme Google Earth, etc. Si on paye, des technologies, des satellites, pour pouvoir observer en permanence. Parce qu'on peut observer aujourd'hui, l'avion passe aujourd'hui et passe pas le soir, le matin passe pas le soir, ne passe pas le lendemain, une semaine après, 2 semaines après, la situation revient à normal. Or, pour ce genre de situation-là, il faut une surveillance permanente pour pouvoir mieux planifier. Il s'agira de cela, pour pouvoir mieux planifier une intervention, soit une intervention de la police nationale d'Haïti, soit une intervention conjointe de la police nationale d'Haïti avec d'autres forces alliées, canadiennes, américaines, salvadoriennes, mexicaines, etc. Donc, il faut faire une reconnaissance. La reconnaissance aérienne doit être une reconnaissance plus ou moins permanente, peut-être durant 3 mois, 6 mois, etc.
le temps que ça prendra pour pouvoir mieux planifier l'intervention. Certains experts pensent que toute opération militaire se fait sous le sceau du secret. Le fait que l'on commence déjà à mener des opérations de reconnaissance laisse croire que rien ne va se passer. Ce n'est pas votre point de vue? Bon, oui et non, dépendamment de la raison pour laquelle le Canada ou la police nationale d'Haïti informe le public. Parce qu'il faut voir que, soit comme le Canada le dit très clairement, si le Canada veut garder la position de dissuasion, de perturbation, c'est normal que le Canada le dise. C'est-à-dire que c'est une manière de dire, ah voilà, je vous observe, donc arrêtez vos activités. Donc, le Canada le fait de manière stratégique. Ces activités-là, ce type d'intervention-là, je l'avais déjà dit sur votre antenne, c'est aussi un moyen, une tactique pour ne pas intervenir sur le sol. Les sanctions, la surveillance aérienne, etc. C'est une manière de dissuader, de prévenir, de vous dire, voilà, je vous surveille, arrêtez vos activités. Mais ce n'est pas une manière d'arrêter l'activité par la force. Donc, c'est une manière de forcer, de persuader les bandes criminelles, les politiciens, les entrepreneurs à suspendre leurs activités criminelles. Mais ce n'est pas les forcer, c'est-à-dire qu'entreprendre une opération pour pouvoir les forcer. Parce que je ne peux pas comprendre que les Américains ne savaient pas. Les Américains ont la possibilité de savoir quelles sont les personnes qui financent les gangs en Haïti. Parce que quand même, les Américains ont la possibilité de contrôler les flux d'argent. Mais pourquoi les Américains et les Canadiens ont mis tout ce temps avant de dire on peut pas ici, voilà ce qu'on a retrouvé. On a retrouvé des flux d'argent, des millions, etc. On a retrouvé, il y a des preuves. Donc ça fait très longtemps qu'on suit ces genres d'individus-là. Donc voilà les preuves. On aurait dû, parce que moi, ce qui me préoccupe, parce que quand je dis que les sanctions ne permettront pas d'arrêter la situation chaotique en Haïti, c'est pour dire que voilà, si on veut faire quelque chose, il faut punir. Il faut punir et non pas se contenter de prévenir. C'est-à-dire que si on sait qu'une personne s'adonne à des activités mafieuses, des activités criminelles, qu'on présente des preuves, qu'on arrête la personne, qu'on emprisonne la personne. Je ne suis pas d'accord du tout avec cette logique, mais c'est pas la logique du Canada, des États-Unis, c'est une logique des Nations Unies, du Conseil de sécurité qui dit voilà, les sanctions, ou du moins ce type d'activité-là, ont pour but de dissuader, de porter les personnes à ne pas continuer leurs activités. Moi, je ne suis pas pour cela, je suis pour qu'on arrête, pour qu'on punisse les personnes qui s'adonnent à des activités mafieuses. Donc, les sanctions ne suffisent pas. S'il y a véritablement des preuves, comme les États-Unis ont l'habitude de le faire, que les États-Unis viennent en Haïti et arrêtent les gens et soit partent avec ou pour les juger, les emprisonner. Mais dit voilà, on donne des sanctions pour que les gens ne fassent plus cela. On fait une surveillance aérienne pour qu'on dissuade les bandes criminelles. Je crois que c'est un premier pas, mais c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Avec vous, je voudrais voir, avant d'observer la pause, comment, ou encore cette opération survient ou intervient juste quelques jours après que d'autres pays, dont le Salvador, la Jamaïque, notamment, font montre de leur intention de venir donner un coup de main à Haïti. Or, le Canada et les États-Unis ont beaucoup hésité depuis la demande en octobre dernier du gouvernement haïtien de venir aider Haïti. Ils ont mis du temps et brusquement, une fois d'autres pays commencent à dire qu'ils sont prêts à venir aider, et voilà, le Canada mène cette opération de reconnaissance. Est-ce que oui. Vous croyez que c'est à la faveur de ça, ou bien c'est pour faire savoir qu'ils sont là et qu'ils sont toujours maîtres de la situation, ils ont le contrôle de la situation? Moi, jusque d'un point de vue diplomate, ce pays, les États-Unis est une puissance, une grande puissance. Une grande puissance, le Canada est une puissance moyenne, ils veulent quand même, ces pays-là veulent de l'influence dans le monde et sur le monde, notamment sur leur zone de proximité. L'Inde, la Caraïbe, ces deux pays-là, notamment les États-Unis, ne veulent pas perdre leur influence sur ces pays. Mais quand même, le côté symbolique en relations internationales compte beaucoup. C'est une question politique. Un petit pays qui ne dispose pas de trop de moyens, un petit pays pauvre, la plupart des pays de l'Amérique sont pauvres,
si un pays pauvre manifeste sa volonté d'aider un petit pays pauvre, alors qu'il y a deux géants, les deux géants de l'Amérique du Nord, c'est quand même honteux, moralement inacceptable. C'est-à-dire qu'ils perçoivent cela parce que les relations internationales, c'est aussi une question de marketing politique, marketing géostratégique. Ces deux pays-là aperçoivent qu'ils sont en train de perdre la bataille de l'image, la bataille symbolique, la bataille diplomatique en termes de relations, en termes de relations d'influence dans la région. Donc, ils commencent à se manifester pour pouvoir, dire voilà, nous gardons, nous maintenons notre influence. Nous avons encore de l'influence dans la zone et nous sommes prêts à aider les pays en difficulté. Parce que même si on est un si grand pays comme les États-Unis, et on ne peut pas aider, on ne peut pas venir secourir un pays en détresse, c'est que je ne vois pas trop bien ce que cela veut dire être un grand parmi les petits. Qu'est-ce que cela veut dire avoir de la force et garder cette force-là pour ne pas l'utiliser pour aider un petit qui est en difficulté. Donc c'est cela le problème, c'est que ces deux pays-là aperçoivent très clairement du point de vue stratégique qu'il y a d'autres pays qui se manifestent et ces pays-là le font à dessein. C'est pour pouvoir aussi provoquer ces deux géants de l'Amérique du Nord, leur dire voilà, nous n'avons pas beaucoup de moyens, mais nous sommes généreux. Qu'ils ne sont pas sérieux. Les deux pays, c'est pour provoquer seulement? Non, je ne dirais pas qu'ils ne sont pas sérieux, mais c'est aussi pour provoquer. Parce que de toute manière, s'il y aura une force multilatérale ou multinationale, c'est-à-dire que soit autorisée par l'ONU ou par l'OE, parce que même une organisation régionale peut aussi mobiliser des forces pour aller secourir un pays membre, apporter de l'aide à un pays membre en difficulté. C'est quand même dans la charte de l'OEA. C'est-à-dire que je ne dirais pas qu'ils ne sont pas sérieux, je dirais qu'ils jouent aussi de leur influence. C'est un jeu d'influence qui sont en train de dire voilà, ils misent de manière à forcer les États-Unis et le Canada à miser beaucoup plus. C'est un jeu d'influence, de relations internationales, un jeu d'influence diplomatique. Mais s'il y aura une force multinationale, je crois que ces pays-là participeraient de toute manière. Le Canada, étant donné sa richesse, étant donné sa puissance moyenne, le Canada ne participe plus presque dans les opérations de maintien de paix de l'ONU. Parce qu'on dit, c'est pour cela que le Canada a perdu sa notoriété, son image a été ternie au niveau de l'Organisation des Nations Unies. C'est-à-dire que peut-être que le Canada voudrait redorer son blason, redorer son image au niveau des Nations Unies. Donc le Canada est en train de prendre des mesures comme les sanctions, comme la surveillance aérienne, peut-être après, mais je n'y crois pas trop. Peut-être après une intervention sur le sol, parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu de soldats canadiens d'infanterie sur les sols de théâtres de guerre ou dans des pays pour maintenir la paix et sécuriser les populations. Parce que, comme je vous l'ai dit, les forces armées canadiennes n'aiment pas trop les opérations de maintien de la guerre pour des raisons, on peut comprendre pour des raisons financières, de coûts financiers, de coûts humains, et aussi pour l'opinion, pour des raisons morales, pour l'opinion publique canadienne, qui est une opinion très bien formée, très rationnelle, qui suit de près les activités de son gouvernement. À ce moment-là, la population surveille de près ce que fait son armée, ce que fait les autres institutions. Donc le Canada est très réticent, est très soucieuse de cela, pour pouvoir préserver son image et essayer d'aller dans le sens de l'opinion publique. Merci, professeur Fritz Dorvilliers. On observe la pause et on revient tout de suite après. Merci. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le professeur Fritz Dorvilliers est notre invité ce matin. À tout à l'heure. Le Point est une courtoisie de Unipièce, Arcordia Shipping et Lissa Lotto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Le docteur Fritz Dorvilliers est notre invité ce matin. Vous pensez quoi de ces pays-là, la Jamaïque, le Salvador, en termes de capacité à venir donner un coup de main à Haïti? Bon, je pense qu'ils ont la volonté, mais ils n'ont pas trop de moyens. Parce qu'il faut au moins deux types de moyens. Il faut le moyen militaire, en termes humains. Donc, ils ont des hommes, ils ont des armées, plus ou moins bien organisées. Le Salvador, la Jamaïque, etc. Ils ont des ressources humaines, en fait, ces deux pays-là.
Est-ce qu'ils ont aussi quelques équipements, quelques appareils, quelques équipements techniques, hélicoptères, avions, etc., de blindés, de chars d'assaut, etc., d'armes. Ils ont peut-être ça, mais pas beaucoup. Mais il leur manquera des moyens financiers, parce que quand même une opération dans un pays, ça coûte. Il faut payer, il faut donner quand même un segment aux militaires. Il faut quand même nourrir, il faut transporter les États. Ça coûte très cher. Mais je ne crois pas que ces deux pays-là seuls pourraient mener une opération. Il faudrait qu'ils aient une aide d'autres pays. Parce que, si les États-Unis ne veulent intervenir personnellement, directement en Haïti, les États-Unis pourraient donner des moyens à la fois économiques, des moyens financiers et techniques à ces deux pays-là. C'est-à-dire que leur fournir des armes, des équipements, ils ont déjà des soldats, ils n'ont pas besoin, ils ont déjà des ressources humaines, les ressources humaines sont là, ils auront besoin des moyens financiers, des moyens de transport, etc. Je doute fort quand même, Ils pourraient le faire, parce qu'ils l'ont déjà fait. Voyons, la plupart des pays... Voyons le Salvador. Nayib Bukele est critiqué par les États-Unis pour la façon. Non, mais c'est pour d'autres raisons. C'est pour d'autres raisons. Parce que les causes ne sont pas les causes véritablement. Parce que là, c'est une opération. Le président fait cette opération-là dans son pays. C'est une question en termes de droit, de respect des droits humains. Mais là, ce sera une opération sur un théâtre à l'extérieur, dans un autre pays. À ce moment-là, ce sera fait sous le label, sous l'égide des Nations Unies. Or, on sait que l'une des missions des Nations Unies, c'est de protéger les droits humains. Les Nations Unies ne peuvent pas donner une mission pour aller violer les droits humains dans un autre pays. Parce que on parle, voilà, est-ce que il y aura une intervention ONU? On ne peut pas poser le problème. Ce qu'on constate actuellement, ce sont les mises en place, parce que pour qu'il y ait une intervention de maintien de la paix, il faut qu'il y ait une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies ou un vote de l'Assemblée générale. Ou bien on passe, c'est déjà passé, s'il y a une réticence... Malgré la demande incessante, malgré la demande répétée du secrétaire général de l'ONU? Oui, mais le secrétaire général de l'ONU, comme l'ambassadeur Ray, comme M. Carrière, comme Blinken, etc., ils font de la politique. Ce sont des politiciens aussi, il faut le savoir. C'est-à-dire qu'ils font de la politique, ils font du marketing politique, ils sont des diplomates. Vous êtes en train de nous dire qu'ils ne sont pas sincères dans leur démarche? Je ne dirais pas cela, parce que je ne peux pas dire cela avec autant d'assurance. Je ne dirais pas cela, mais je dirais qu'ils hésitent. Et on peut les comprendre. Ils hésitent pour les raisons qu'on a citées tout à l'heure, avant. C'est qu'ils font de la diplomatie. Gutiérrez fait de la diplomatie quand il dit voilà. Donc, le problème, c'est qu'on n'a pas assez souligné, c'est que ce sont ces pays-là qui ont demandé au Premier ministre d'Haïti de solliciter une intervention de l'ONU. C'est quand même très, très frustrant. On demande à un dirigeant d'un pays de solliciter une demande et 3-4 mois après, tout. C'est pour ça que certaines personnes disent voilà, ils sont en train de nous passer en dérision, etc. On peut comprendre ces gens-là. Le fait est que la demande a été faite, qu'on mobilise le Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors, il y a eu 3 réunions déjà, mais on constate qu'ils sont en train de discuter de la généralité. Le plus souvent, ils répètent les mêmes choses. Ils n'avancent pas sur la demande, mais la demande n'est même pas encore étudiée. Et il y avait ce qu'on appelle 2 porte-plumes au niveau des Nations Unies, le Mexique et les États-Unis, qui ont rédigé le projet de résolution, mais jusqu'à date, on n'a aucune nouvelle de ce projet de résolution-là. Donc, on ne peut pas dire qu'il y aura une intervention demain, après-demain, le mois suivant, le mois prochain, parce que tout simplement, pour qu'il y ait une intervention en termes de maintien de la paix dans un pays, il faut qu'il y ait un mandat clair ou plus ou moins clair du Conseil de sécurité des Nations Unies. Au cas où il y aurait un problème, une réticence, la réticence de la Chine qu'on pourrait comprendre, la réticence de la Russie qu'on pourrait comprendre, à ce moment-là, il y aura un veto. À ce moment-là, si le secrétaire général des Nations Unies est
Et partant, s'il est véritablement volontaire ou volontariste, il faut qu'il passe par l'Assemblée générale. Donc, comme vous l'avez dit, il y a des pays africains qui en souffrent. Ils nous voient souffrir, ils souffrent avec nous, ce sont nos frères. Est-ce que vous pensez Donc, il y a des pays de la Caraïbe qui souffrent avec nous. Est-ce que vous pensez qu'on peut commencer, par exemple, penser à eux en guise d'alternative, par exemple? Non, mais l'alternative, c'est pas à nous. Nous, les Haïtiens ne peuvent pas choisir l'alternative. Le gouvernement ne peut pas choisir l'alternative. Il revient à une organisation multilatérale comme les Nations Unies ou l'OEA, de choisir l'alternative. Si on ne peut pas passer par le biais de l'organisation multilatérale globale, en termes de gouvernance globale qu'est l'ONU, il faut qu'on passe par l'OEA, qui est une organisation régionale. L'alternative doit venir d'un mandat, d'une résolution des Nations Unies, d'une résolution de l'OEA. Parce qu'un pays ne va pas s'aventurer à intervenir en Haïti ou dans un autre pays sans un mandat des Nations Unies, donc du Conseil de sécurité des Nations Unies, ou sans un mandat de l'OEA. À ce moment-là, si les États-Unis ne veulent pas participer, si le Canada ne veut pas participer, je suis presque sûr que le Canada ne verra pas d'hommes sur le terrain, parce que on ne voit presque pas du tout de soldats canadiens sur les terrains dans des missions de la paix. Ils se contentent de faire des opérations, d'instruction, ils se contentent d'appuyer en termes de matériel, d'avions, de transport de troupes. Ils n'envoient pas leurs soldats sur le terrain. Les Canadiens, contrairement aux Français, aux Allemands et à d'autres pays européens qui ont été au Mali, évidemment, qui sont descendus sur le sol malien, dans le désert, patrouiller. On n'a pas vu de Canadiens faire cela. On ne verra pas demain les Canadiens faire ce genre d'opération-là. C'est leur doctrine, c'est le Canada d'abord, évidemment, parce qu'ils ont trois objectifs, leur armée, trois objectifs, leurs forces armées, trois objectifs, c'est-à-dire que protéger le Canada, et défendre sa souveraineté. Deuxième objectif, c'est protéger l'Amérique du Nord avec les États-Unis. Troisième objectif, c'est participer à des opérations de maintien de la paix. Mais désormais, on voit que le Canada ne participe qu'en termes d'appui technique aux opérations de maintien de la paix. À ce moment-là, si le Canada ne veut pas envoyer des hommes sur le terrain, ce qu'il ne fera pas, je suis presque sûr de cela, le Canada va fournir, comme il le fait dans d'autres opérations de maintien de la paix, il va fournir des hélicoptères, des avions de transport de troupes, comme il le fait maintenant des opérations de reconnaissance aérienne, de surveillance aérienne, etc. Ils vont fournir de la technologie, etc. Mais le Canada ne va pas envoyer d'hommes sur le terrain. À ce moment-là, le Canada va donner ces équipements-là à la Jamaïque, Honduras, Salvador, le Sénégal, le Congo, etc., d'autres pays africains qui fournissent à l'Inde, parce que l'Inde est l'un des premiers fournisseurs, des plus grands fournisseurs de troupes aux Nations Unies pour les opérations de maintien de la paix. À l'Inde, au Pakistan et d'autres pays d'Asie, peut-être même le Japon, d'autres pays d'Asie qui n'hésiteront pas à envoyer, au Bangladesh, qui n'hésiteront pas à envoyer des hommes sur le terrain pour aller faire des opérations de pénétration pour pouvoir non pas dissuader les bandes criminelles, mais éliminer les bandes criminelles. À ce moment-là, si ces pays-là ne veulent pas, que les pays fournissent les appuis financiers, les appuis techniques pour que d'autres pays africains et caraïbes, latino-américains le fassent. Vous pensez qu'on a besoin de tout cela? De tous ces pays pour résoudre? C'est de cela qu'on a besoin. Non, mais il s'agira d'une opération de maintien de la paix, d'une force multinationale. S'il s'agira d'une force multinationale ou multilatérale, il faudrait qu'il y ait plusieurs pays. Donc, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait des milliers de troupes. La MINUSA avait à peu près presque 11 à 12 000 troupes sur le terrain. On aura besoin au minimum de 10 000 soldats sur le terrain en Haïti. 10 000 soldats, la Jamaïque, le Salvador ne pourraient pas fournir 10 000 soldats à eux seuls. Parce qu'ils ont quand même beaucoup de problèmes chez eux aussi, de sécurité, etc. Est-ce que l'on peut parler de déception pour les Nations Unies, les États-Unis et le Canada qui avaient choisi de sanctionner des politiciens, des hommes d'affaires également pour leur soutien aux gangs? Ils ont été sanctionnés pensant que cela pourrait contribuer à affaiblir en quelque sorte les opérations des bandes criminelles.
Oui. Mais ce n'est pas le Non, cas. mais oui, non, je l'ai dit dès le départ. C'est pour cela peut-être que monsieur l'ambassadeur canadien était trop fâché contre moi, parce que il m'a enlevé sur son compte. C'est lui qui m'avait envoyé une demande d'abonnement à mon compte Twitter. Il m'a enlevé parce que j'ai dit dès le départ que cela ne servirait pas à grand-chose, les sanctions. Parce que moi, j'ai lu, parce que toute la littérature, moi, je suis avant tout un universitaire, monsieur Théodore, avant d'être un diplomate. Donc, j'ai lu parce que la majorité de la littérature consacrée aux sanctions, première génération de sanctions, deuxième génération de sanctions qu'on appelle les sanctions intelligentes. Ces sanctions ne marchent pas véritablement par rapport à ces objectifs-là. Parce que je l'avais dit dès le départ, parce que on sanctionne, on dit voilà, on dit chouard, mais on n'est pas trop sûr que ces gangs-là sont uniquement financés par ces gens-là. Moi, j'avais émis une hypothèse qu'on reprend de plus en plus actuellement, c'est que moi, je pense que, parce que j'ai aussi lu les rapports qui ont été, la plupart des études qui ont été faites sur la criminalité en Haïti. Il y a mon ami James Olivier, qui est un spécialiste de la question de la sécurité, de la question des gangs. Il y a le professeur, mon condisciple, Robertson Edouard. Il y a d'autres enquêtes qui ont été faites, d'autres enquêtes anthropologiques, parce qu'on ne peut pas résoudre le problème de la grande criminalité, notamment les bandes armées, les gangs en Haïti, sans comprendre sociologiquement, anthropologiquement ce phénomène-là. Cela a été fait par James Olivier, et cela a été fait par Robertson Edouard. Moi, j'ai lu toute cette littérature-là aussi. Moi, j'ai dit que il y a un problème, c'est que ces pays-là arrivent trop tard dans le monde de la criminalité organisée trop vieux. C'est que les bandes armées, on sait très bien que le phénomène des gangs n'a pas commencé avant hier, en 2010, en 2009, en 2007. Cela a commencé bien avant. Donc, les gangs ont eu le temps de se renforcer. Ils ont eu le temps de s'organiser, de s'autonomiser. Moi, je crois, je pense sous le contrôle de James Olivier et de Robertson Edouard, je crois que les gangs ont désormais gagné en autonomie. Ils n'ont plus besoin de patrons. Peut-être actuellement, ce sont eux les patrons. Ils n'ont plus besoin de financement. Ils s'autofinancent par des trafics divers. Ils s'autofinancent par le trafic de la drogue. Ils s'autofinancent par le trafic des armes. Ils s'autofinancent par des actes de kidnapping. Ils ont des millions. Ils n'ont pas les gangs les plus puissants. Ils n'ont plus besoin de patrons, d'entrepreneurs, de politiciens, etc. Donc, sanctionner 15 ans, 10 ans, 15 ans après ces personnes-là, peut-être qui ont, parce que les gangs, ce phénomène-là, d'après ce qui a été étudié, on peut donner un revolver à une personne, cette personne-là va, avec ce revolver-là, va avoir 2 revolvers, 3 revolvers, 10 autres armes d'épaule, etc., etc. Donc, on peut faire fructifier, ils ont pu faire fructifier un revolver, tant du point de vue d'acquisition d'armes que du point de vue d'enrichissement économique. À ce moment-là, sanctionner les gens après 10 ans de pratique, alors que ces pays-là avaient la possibilité de contrôler ces personnes-là. Pourquoi vous ne contrôlez pas quand quelqu'un achète une maison à 5 millions de dollars, à 2 millions de dollars, à 500 000 dollars aux États-Unis? Il faut quand même demander, les États-Unis avaient la possibilité de contrôler ces flux financiers-là. Ces personnes viennent acheter des maisons chez vous, des villas, des terrains, des entreprises, etc. Ces personnes-là mettent de l'argent, épargnent de l'argent dans vos banques. Vous ne dites rien pendant 10 ans. Vous fermez les yeux et d'un coup, vous vous présentez pour leur dire, allez, voilà, vous vous livrez depuis quelque temps des activités criminelles, mais où est-ce que vous étiez? Alors, est-ce que vous aviez la capacité de contrôler? Vous avez, les États-Unis ont la capacité de contrôler le trafic d'armes. Moi, je ne dis pas ça, c'est pas en termes de haine, parce que moi, je suis un ami des États-Unis. C'est-à-dire que, contrairement, moi, j'avais des rapports avec les dirigeants américains, contrairement, alors que moi, je n'ai jamais eu aucun rapport avec la France. Aucun rapport. Je n'ai pas étudié en France, je n'ai pas bénéficié des bourses françaises, je n'ai pas jamais été invité à l'ambassade de France, je n'ai aucun rapport avec la France, parce que j'ai beaucoup de rapports avec les États-Unis d'Amérique. Moi, je dis que les États-Unis d'Amérique avaient la possibilité de contrôler le trafic d'armes, les États-Unis avaient la possibilité de contrôler les flux d'argent chez eux. C'est-à-dire que s'ils ne l'ont pas fait, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va sanctionner. Le Canada avait la possibilité de le faire. Quand quelqu'un vient avec des millions ici, les place dans vos banques, achète des propriétés à coût de millions, vous n'avez rien dit.
3 ans, 4 ans, 5 ans après, vous dites, ah ouais, voilà, etc. Bon, c'est ça qui n'est pas sérieux, en quelque sorte, parce que les sanctions n'ont jamais apporté dans beaucoup de pays, on a analysé cela, parce que par exemple, en Russie, on a visé les sanctions pour environ 1000 milliards de dollars, 1000 milliards de dollars qu'on a voulu récupérer, etc. On a récupéré qu'à peu près 80 milliards de dollars sur 1000 milliards. C'est-à-dire que dans d'autres pays, on a vu que les sanctions ne marchent pas. C'est pour cela que j'ai dit à mon ami Gédéon Jean, quand il a publié son rapport faisant une corrélation entre la baisse, entre guillemets, la baisse de l'insécurité et les sanctions, je lui dis, mais ce n'est pas scientifiquement vrai. Vous ne pouvez pas faire cette corrélation-là, parce que non seulement vous faites le rapport en fin de période, en décembre, janvier, les sanctions ont été à peine prises. En plus, vous n'avez pas toutes les statistiques concernant les cas de kidnapping, de violence dans le pays. Or, qu'est-ce qu'on voit maintenant? Puisque M. Gédéon Jean avait dit que les sanctions ont un impact positif sur les activités, mais maintenant on voit que les activités deviennent de plus en plus augmentent. Les activités criminelles augmentent, les cas de kidnapping augmentent. À ce moment-là, c'est la preuve par 4 que les sanctions n'ont pas d'effet sur, et c'était prévu, moi je l'ai prévu, les sanctions n'ont pas véritablement d'effet sur les activités des bandes criminelles. Il faut d'autres éléments, il faut d'autres moyens pour pouvoir éradiquer ce phénomène-là en Haïti. Et pas seulement, je dirais, pas seulement les sanctions, parce que les sanctions dissuadent plus ou moins. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, M. Théodore, la plupart des gens sanctionnés ont un pied, même 2 pieds à terre dans ces pays-là. La plupart des hommes d'affaires haïtiens sont de nationalité américaine. C'est-à-dire que les Américains pouvaient savoir ce que ces gens-là faisaient. Ils pouvaient avoir une connaissance claire et nette de leur fortune, de leurs activités. Si les Américains n'avaient pas mobilisé, les Américains ont plusieurs agences les plus grandes agences de renseignement au monde, il y en a plusieurs. Si les Américains n'avaient pas mobilisé leurs agences de renseignement pour pouvoir aider Haïti à contrôler le trafic d'armes, à contrôler le trafic, plusieurs types de trafic, par exemple, le blanchiment d'argent, par exemple, c'est parce que les États-Unis ne voulaient pas. Si le Canada ne l'avait pas fait, c'est parce que le Canada ne le voulait pas. Maintenant, c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile de prendre des sanctions. D'ailleurs, ces sanctions-là, moi, de point de vue légal, je ne les comprends pas. Je ne les comprends pas parce que, je vais terminer là-dessus, M. Théodore, je ne les comprends pas de point de vue légal, parce que je ne suis pas, c'est pas parce que je suis trop légaliste, mais les États-Unis, on peut se demander pourquoi ils ont pris les devants, ils se sont empressés de prendre des sanctions, alors que la liste de sanctions des Nations Unies, du Conseil de sécurité n'est pas encore établie. Vous voyez la réticence du point de vue diplomatique, géostratégique de la France. Moi, j'ai fait déjà cette intervention je l'ai déjà mentionné sur Twitter à plusieurs reprises, c'est que il n'y a pas encore il y a une seule personne qui figure sur la liste de sanctions de la résolution qui a été prise l'année dernière. Donc, il n'y a pas encore de liste de sanctions. On peut se demander pourquoi les États-Unis, pourquoi le Canada se sont empressés à sanctionner des gens sur la base d'une résolution. Parce que dans la résolution, normalement, il faut qu'il y ait des noms. On va, parce que quand le Conseil de sécurité prend une résolution pour sanctionner des individus, des entreprises, des organisations, etc., tous les pays sont obligés d'appliquer cette résolution-là. Or, il n'y a qu'un seul nom dans cette résolution-là, mais on voit des sanctions par-ci par-là. Bon, ils disent que c'est bilatéral, mais des sanctions bilatérales, on peut se demander à quoi cela servirait. Merci infiniment, Dr Fritz Dorvilliers, de votre disponibilité. Toujours un plaisir, M. Théodore. Merci infiniment. Passez une bonne journée avec nous et à bientôt. Merci à tous et à toutes. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le Dr Fritz Dorvilliers était notre invité ce matin. Merci de nous avoir acceptés chez vous. Passez une bonne journée avec nous et à bientôt. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de Unipièce, Arcordia Shipping et Lissa Lotto.